Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Donc on va essayer de s'enchaîner sur notre cours. Vous allez me dire que c'est trop, je vous dis que c'est vrai, mais si vous voulez, on peut terminer ce cours, si vous voulez, on peut l'arrêter. Parce que voilà, l'essentiel, c'est la dernière partie. Si on n'a pas arrivé à terminer la dernière partie, c'est comme ça, on n'a pas réussi à arriver à notre objectif. Donc, si vous voulez que je termine, je peux le terminer. Si vous voulez, je m'arrête, je peux m'arrêter. Je n'ai aucun problème. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on s'enchaîne? On termine? Très bien. Donc, je vous remercie donc pour on va essayer de faire le nécessaire comme je l'avais dit la dernière fois. L'examen va se focaliser sur une seule partie de cours de réseau. C'est très 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 large. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais pour l'évaluation, donc, je vous demandais donc de se focaliser à une partie, donc, et pas à tout le cours. Donc, mais j'aimerais que vous arriviez à saisir donc tout le cours, à comprendre de quoi s'agit-il. Donc, je vous remercie pour cette confiance. Donc, et bien sûr, donc, je vous remercie. Donc, je vois les étudiants, ils inscrivent leur nom donc sur le chat. Ça, c'est une bonne habitude donc pour savoir les gens qui sont avec nous. Donc, ça c'est une routine d'habitude. Donc, j'ai un petit peu rectifié mon cours, donc je ne veux pas aller en profondeur, je veux aller parfois à des choses donc d'une façon superficielle pour arriver à l'objectif. Donc, si vous voyez mon écran, donc dites-le moi. Si vous m'entendez très bien, dites-le moi donc pour que je puisse commencer. Vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, voilà, nous avons dit la dernière fois que la couche liaison de données, ses principaux objectifs, ses principaux services qu'il doit effectuer et donner à la couche réseau, c'est qu'il faut délimiter les trames, il faut savoir est-ce que la trame reçue est erronée ou bien elle est conforme à l'original. Donc voilà, pour cette partie de vérification des erreurs et la correction, on a dit qu'il y a trois méthodes, à savoir le bit de parité, la détection par checksum, la détection par CRC, code redondance cycle ou bien le code redondance check. Donc, vous pouvez trouver le CRC dans certaines nomenclatures, code redondance, donc, ou bien code redondance cyclique ou bien check, donc le CRC. Donc, je veux maintenant aller directement vers cette partie qui est utilisée dans les réseaux Ethernet. Donc, par les réseaux Ethernet, on a vu la trame Ethernet, on a dit que la trame Ethernet, donc, il utilise le CRC, donc, ou bien le F, frame control sequence, donc c'est par le CRC. Donc, dans la trame, il y a la partie sur 4 octets sur 32 octets. Il utilise par exemple la norme E30. Donc, et bien sûr, donc, et la trame Ethernet, il utilise les deux, le CRC. Donc, je veux aller directement vers le CRC. Donc, la détection d'erreurs par CRC donc, sont nommés aussi des codes polynomiaux parce que avant de, c'est comme un code partagé entre l'émetteur et la source. L'émetteur, donc, lorsqu'il a un message à envoyer, il calcule le CRC de ce message. Il envoie le message original et le CRC. Et donc, c'est le message envoyé à la réception. Le récepteur, donc, il a loué aussi le polynôme générateur.
Ce qu'il reçoit, il va essayer de recalculer le CRC. Donc, si il le trouve est égal à 0, donc ce qu'il a reçu est juste. S'il le trouve différent des zéros, ça veut dire que ce qu'il a reçu, il a été altéré par le canal de transmission, ou bien donc c'est de cette façon. Donc, surnommé aussi code polynomiaux, donc elle utilise l'algèbre. C'est de l'algèbre. Elles sont basées sur le traitement des suites de bits comme étant une représentation polynomiale avec des coefficients de 0 et 1. Par exemple, on considère une suite de bits à transmettre. Le message à transmettre, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, ça doit être. Donc, à cette suite, on fait correspondre le polynôme suivant. Donc, x à la puissance. Donc, ça, c'est x à la puissance 5. 1 fois x à la puissance 5, plus 1 fois x à la puissance 4, plus 0 fois x à la puissance 3, plus 1 fois x à la puissance 2, plus 1 fois x, plus 1 fois x à la puissance 0. Donc, c'est x5. Donc, ça, c'est le polynôme. Donc, le calcul sont faits en binaire. Donc, le module 2, donc 1 plus 1, c'est 0. Il en reste 1, 0 plus 0. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, au lieu d'utiliser, parce que normalement, c'est la division polynomiale. Donc, pour calculer le CRC, on divise le message à envoyer par le code de polynôme, mais on le fait généralement en pratique par un XOR. Donc, puisqu'on a dit que le CRC est codé sur 32 bits, ça veut dire sur 4 octets, donc il utilise la norme E3E 802 Ethernet, il utilise le polynôme générateur x à la puissance 32 plus x25, donc il y a donc quelques-uns qui sont différents des zéros et d'autres qui sont des zéros. Par exemple, x31, 30 jusqu'à 27, ils sont nuls. 25 jusqu'à 24, elles sont nulles, etc. Les coefficients qui ne sont pas nuls, ils vont prendre 1, les autres, ils vont prendre des zéros. Donc, soit M, le message à transmettre du mbit dont le polynôme correspond au mx. Donc, le message à envoyer, c'est comme c'est une suite de 0 et de 1. Donc, c'est de degré et moins 1. On ajoute au message R-bit appelé les bits de contrôle RCR. Donc, on les concatène. On concatène les R-bits de CRC au message. Pour envoyer une trame P de bits, maintenant, c'est M plus R, dont le polynôme correspondant est N-1 et divisé par Gx. Donc, Px donc, est calculé selon la méthode suivante. On multiplie Mx par x à la puissance, on a le polynôme. Donc, tout ceci, donc, pour dire qu'on a un message, on lui ajoute à la suite le CRC, on envoie le P de x. À la réception, le récepteur effectue la division du mot reçu par J de x par le polynôme générateur. Si le résultat est nul, il conclut qu'il n'y a pas d'erreur. Si le résultat n'est pas, si le reste de la division, donc le récepteur effectue la division. Si le résultat de la division, le reste, donc il conclut qu'il n'y a pas d'erreur, sinon il y a d'erreur. Les erreurs qui conduisent à un polynôme. Donc, par exemple, pour comprendre, on va prendre par exemple le polynôme générateur, c'est x2 plus x plus 1. Donc, c'est 1, 1, 1. Donc, le polynôme générateur, donc c'est x carré plus x plus 1. En binaire, c'est 1, 1, 1. Donc, le polynôme G, donc c'est 1, 1, 1. D'accord? Imaginons que nous avons un message. Le message à transmettre, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, je veux prendre ce message. Donc, le message, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, on a dit que donc ça c'est le message, c'est donc x à la puissance, donc à la puissance 0, à la puissance 1, à la puissance 2. Donc, pour effectuer la division, donc on ajoute 2 zéros à droite. On fait la division. Pour faire la division, on fait le XOR entre
le message d'Yalna et le polynôme générateur. Je vous explique. Donc, on a le G, c'est 1, 1, 1. Le message M, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. On a dit qu'on ajoute 2 zéros à droite. Donc, pourquoi 2 zéros? Donc, c'est le polynôme, il est d'ordre 2. Donc, x à la puissance 0, et x à la puissance 1, et x à la puissance 2. Donc, j'ajoute 2 zéros. Et je fais un XOR. XOR. Entre qui entre le message, maintenant le message et et le polynôme 1, 1, 1. Donc le résultat. Donc pour faire le XOR, je rappelle un petit peu, c'est de la logique. La logique, on a pour supposons que x et y, on a ici x and y. Donc on a 0, 0, 0 and 0, c'est 0. 0 and 1, c'est 0. And 0, c'est 0. And 1, 1. Le 1, c'est 1. Donc le 1, c'est ça. Il y a aussi donc le deuxième, c'est le O. Or. 0 or 0, c'est 0. Donc ici, c'est 1. 1, c'est 1. Maintenant, les XOR, le dernier opérateur, donc le XOR. Donc 0, XOR 0, c'est 0. 1, XOR 0, XOR 1, c'est 1. 1 XOR, c'est 1. Et 1 XOR 1, c'est 0. Donc, je fais un petit peu de ménage. Donc, le XOR, on a ici 1, on a ici 1, on a 0. Donc, le XOR, il prend 1 lorsque les deux composantes sont différentes. 0 et 1 ou 1 0. Il prend 0 lorsque les deux composantes sont identiques. D'accord? Même chose ici. On va, le XOR. 1 XOR 1. On a dit que c'est 0. 1 XOR 1. On a dit que c'est 0. 0 XOR 1, c'est 1. Donc, le résultat, je prends 3 ici, je prends 3 ici. Donc, je descends le reste. Ce qu'il me reste, il me reste 1, 1, 1, 0, 0. J'apporte le polynôme générateur. 1, 1, 1. Donc, on a le XOR, c'est 0. Le XOR, c'est 0. Le XOR, c'est 0. D'accord? Il me reste 1, 0, 0. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut que je descends. Je descends, ce qu'il me reste, c'est ça, je le fais descendre ici. On aura 1, 0, 0. Avec le polynôme 1, 1, 1. Donc, le XOR entre A et 1, c'est 0. Le XOR entre les 0 et 1, c'est 1. Le XOR entre 0 et 1. Donc, vous voyez qu'il me reste 1. Donc, ça, c'est le CRC. Le CRC, c'est le reste de la division de mon message par le. Donc, on le fait en pratique par le XOR. Donc, le CRC, c'est ça. D'accord? Mon CRC, c'est 1, 1, 1. Donc, donc le CRC, donc le message à envoyer, c'est ça le message à envoyer original. Donc, on envoie le message. Donc, j'envoie le message maintenant. Le message à envoyer, c'est 1, 1, 0, 1, 1,
1, j'ajoute à sa droite le CRC. Donc, c'est 1, 1. À la réception, le récepteur va essayer de faire la même chose, la division de messages reçus avec avec le polynôme générateur. Le polynôme générateur, c'est le G. Donc, on va faire un XOR aussi avec le message reçu, le P. On a dit que le message P, c'est la concaténation de messages, ça c'est le message, et le CRC. Donc, ce qu'il a reçu, c'est ça. On va faire la division par G, ça veut dire on va faire le XOR avec G. Donc, XOR. XOR. Donc, donc on a dit que c'est 1, 1, 1. On va faire, est-ce que le reste va être 0? Le XOR entre A et 1, c'est 0. Le XOR entre A et 1, c'est 0. Le XOR entre 0 et 1, c'est 1. Je descends 2. Donc, 1, 1. Le XOR avec le polynôme générateur, 0, 0, 0. Je divise, je descends, donc je descends à les 3. Les 2. Donc 1, 1, 1. Le XOR avec le polynôme générateur, c'est 1 et 1, c'est 0. 1 et 1, c'est 0. 1 et 1, c'est 0. Vous voyez que à la réception, le reste de la division, donc on trouve un 0. Donc, ce que nous avons reçu est vrai. Imaginons, donc ça, le message reçu, donc il n'est pas altéré. Imaginons que lors de la transmission, donc ce que nous avons, on a envoyé le P, on a envoyé M et le CRC. Imaginez que lors de la transmission de P, un des bits est altéré. Je prends par exemple celui-là. Donc ce bit, je veux dire qu'au lieu d'un 1, il est devenu 0. D'accord? Donc, si c'est au lieu de 1, on va avoir un 0. Donc, je vais essayer de recalculer le CRC de ce que nous avons reçu. Donc, c'est ça. On a reçu 1, 1, 0. On a dit qu'au lieu de 1, on a reçu un 0, donc un deuxième 0. 1, 1, ça c'est le M, le CRC c'est 1 et 1. Donc le récepteur, au lieu de recevoir ça, il a reçu ça. Donc ça, ce bit il est altéré. On va voir est-ce que le reste va être 0 ou pas. Donc on va faire le XOR avec le polynôme générateur. A et XOR entre A et 1, c'est 0. XOR entre A et 1, c'est 0. XOR entre 0 et 1, c'est 1. Donc, je fais descendre les deux, 0 et 1. D'accord? Donc, on a, je veux descendre 0 et 1. Donc, 0 et 1. Donc, je suis arrivé ici. Donc, je fais le XOR 1, 1, 1. A et 1, 0. 0 et 1, c'est 1. 1 et 1, c'est 0. Donc, je fais descendre celui-là. On aura 1 et 1 et 1. 1 et 1. 1 XOR. L'XOR entre 1 et 1, c'est 0. XOR entre 0 et 1, c'est 1. XOR entre 1 et 1, c'est 0. Je descends celui-là. Je fais le XOR. 1, 1, 1. XOR entre 1 et 1, c'est 0. XOR entre 1 et 0, c'est 1. XOR entre 0. Je descends le dernier. Je fais les XOR. Donc, le résultat, je vais le mettre ici. Le XOR entre 1 et 1, c'est 0. Le XOR entre 0 et 1, c'est 1. Le XOR, donc, le reste,
Donc, il est de degré inférieur à 2, mais il n'est pas nul. Ça veut dire qu'il y a ce que nous avons reçu n'est pas conforme à ce qu'il a été envoyé. Donc, c'est de cette façon que le CRC fonctionne. L'émetteur et les récepteurs sont d'accord. Donc, par exemple, pour la trame Ethernet, le polynôme G de X, il est connu. Donc, il est connu. Et donc, lorsque l'émetteur va envoyer, il calcule le CRC en divisant donc, le reste de la division du message par G de X. Et à la réception, le récepteur, il fait la même chose. Il divise P de X sur J de X. Si le reste est nul, ça veut dire que la transmission est bonne. Si le reste n'est pas nul, ça veut dire qu'il faut redemander la trame à l'émetteur. Donc, dans notre cas, on a dit que le message transmis, la division, elle nous donne, le reste c'est 1 à 1. Donc, on envoie ça, décodage, division par ceci. Donc, on contrôle, à la réception, on contrôle. Donc, j'ai fait la vérification, la division de ça par ça, elle donne exactement 0. Ça veut dire que la trame envoyée n'est pas erronée. Donc, voilà, c'est de cette façon que la couche liaison de données essaie de vérifier est-ce qu'il y a des erreurs et s'il y a une erreur, il faut qu'elle demande, bien sûr, à l'émetteur de renvoyer le message. Un deuxième problème, c'est le contrôle d'accès ou bien le contrôle du flux. Le contrôle du flux, on a parlé de contrôle du flux lorsque, par exemple, l'émetteur et le récepteur ne sont pas ils n'ont pas la même charge de calcul. Par exemple, un émetteur donc lorsque l'on voit et lorsque l'on voit une trame à le récepteur, il peut être, bien sûr, il se peut que la trame elle est erronée, il se peut que l'acquittement ne soit pas arrivé, il se peut que la charge sur le récepteur elle est grande et il n'a pas de place pour mettre la trame. Elle va être perdue. Dans ce cas, donc, il faut que l'émetteur sache est-ce que ce qu'il a envoyé est arrivé à destination ou pas. Donc supposons que nous avons une machine, l'émetteur et le récepteur. Donc, ça, c'est un petit peu l'axe de temps. Donc, on commence, par exemple, une trame qui va être envoyée par l'émetteur. Il faut qu'il arrive à destination A. Donc, on sait que pour sortir une trame, donc, il y a un débit, donc la quantité d'information pour qu'elle sorte sur le débit du canal de transmission, il dépend de la largeur de bande. Ça va prendre ce qu'on appelle le délai de transmission et bien sûr la longueur qui sépare l'émetteur et le récepteur et la vitesse de propagation, il génère ce qu'on appelle le délai de propagation. Donc, la somme des deux, ça nous donne le délai de transfert. Donc, lorsqu'une trame a été envoyée, donc, il faut qu'elle se propage de l'émetteur vers le récepteur, elle va prendre du temps. Même chose pour le délai. Donc, entre les deux, avant d'envoyer l'acquittement, si la trame est bien reçue, donc il y aura un délai. On a dit qu'il y a deux techniques d'envoi, soit que la machine émettrice, soit que la source, elle envoie et elle attend de recevoir l'acquittement. Avant d'envoyer une nouvelle trame, ou bien elle envoie une trame après l'autre jusqu'à ce qu'elle peut donc recevoir donc l'acquittement, par exemple, au lieu de recevoir l'acquittement de chaque trame, elle recevra, par exemple, si elle recevra l'acquittement de la 10e, ça veut dire la première, la deuxième jusqu'à la 9e, elles sont tous reçus. Donc, et l'on va. Donc, il y a le technique, mais je vais un petit peu parler les problèmes qui sont générés avec la première, lorsque la machine envoie une trame et elle attend de recevoir un acquittement
pour la trame qu'elle a envoyée. Elle ne peut pas envoyer la deuxième jusqu'à ce qu'elle reçoive la trame. Donc, vous voyez qu'elle envoie et elle attend. Attendre, ça va faire perdre de la bande passante. Donc, l'émetteur n'est pas... elle envoie et elle attend. Donc, vous voyez que la machine ne voit pas tous les messages. Donc, elle doit attendre, elle gaspille, donc c'est du gâchis de la bande passante parce qu'elle va attendre pour un certain moment. Hypothèse, les données utiles circulent dans un seul sens. Donc les données, elles sont de l'émetteur vers le récepteur. Mais les acquittements, ce n'est pas de la donnée utile, ce sont un message de signalisation pour dire que est-ce que la trame est reçue ou pas. Mais les données utiles, c'est de l'émetteur vers le récepteur. Le récepteur, vous voyez que le récepteur, elle peut envoyer un acquittement, mais c'est bien sûr de la donnée pour aviser l'émetteur que la trame qu'elle a envoyée, elle a été bien reçue. Les trames envoyées contiennent l'information nécessaire, le CRC, pour détecter s'il y a des erreurs. Donc, pour que le récepteur puisse détecter les erreurs éventuelles. Côté récepteur, donc, si la trame reçue ne contient pas d'erreur, elle envoie un message d'acquittement. Si la trame reçue, elle n'envoie rien. Vous voyez que si la trame n'est pas bien reçue, elle n'envoie pas d'acquittement. Et donc, voilà, l'émetteur, lorsqu'il envoie, lorsqu'il commence à envoyer la trame, elle arme un compteur ou un décompteur. Nous avons calculé dans la première série de TD le temps qu'elle doit attendre avant de renvoyer. Elle doit attendre le temps de l'arrivée de la trame et le temps aussi de transfert de l'acquittement. Les deux temps, parce qu'il se peut que la trame, elle arrive à destination, mais elle est erronée, elle contient des erreurs. Le récepteur ne va pas envoyer l'acquittement. Il se peut que l'acquittement, elle est envoyée, mais elle est perdue pour une raison ou une autre, parce que, par exemple, il y a une collision ou il y a quoi que ce soit. Donc, la trame, il se peut que la trame elle-même n'est pas arrivée. Il se peut que la trame est arrivée, mais elle est erronée. Il se peut que l'acquittement, elle est perdu. Et donc, ou bien l'acquittement n'est même pas envoyé. Dans ces conditions, le méthode doit renvoyer la même trame après un temps grand que nous avons calculé dans la première série de TD. C'est la trame reçue côté des erreurs et l'envoie. Côté émetteur, elle envoie une trame et elle attend une durée. Donc, elle arme, on parle elle arme un temporiseur ou bien un compteur. Donc, pour le T, il doit être au moins le temps requis pour qu'une trame fasse un aller-retour. Normalement, ce n'est pas la trame, c'est l'aller d'une trame et le retour d'un acquittement. Donc, on le suppose que au moins c'est le double de l'aller. Mais en fait, parce que le délai de propagation, c'est le même pour la trame et pour l'acquittement, mais pour le délai d'émission, puisque l'acquittement, il a une taille en octet ou bien en termes de bits, il est plus petite que la trame elle-même. Donc, le temps d'émission de l'acquittement, il est petit par rapport à celui de la trame. Mais presque, on peut faire une approximation grossière, c'est le temps d'aller-retour d'une trame. L'aller de la trame et le retour de l'acquittement. Donc, si au bout de T, unité de temps, il ne reçoit pas l'acquittement, elle doit renvoyer, retransmettre la trame. Parce que, soit que la trame, elle est perdue, soit que la trame, elle est erronée, soit que l'acquittement, elle n'a pas été envoyé, soit qu'elle a été envoyée, elle a été perdue. 4 conditions, 4 possibilités, donc pour que la trame n'est pas bien reçue. Il se peut que la trame, elle est reçue, mais l'acquittement, donc on va voir tout ceci. Donc, dans ceci, on a dit que le temps, il envoie une trame, le retour, donc après T, elle doit renvoyer la trame suivante. Mais le problème, c'est qu'il se peut que la trame soit perdue,
soit que la trame, il y a des erreurs, soit que l'acquittement n'a pas été envoyé, soit que l'acquittement il a été perdu. Donc, quatre scénarios qui vont faire perdre que l'émetteur doit retransmettre. Il se peut que la trame soit reçue sans erreur, que c'est l'acquittement qui a été perdu. Donc, c'est l'acquittement qui a été perdu. L'émetteur doit renvoyer la même trame, mais elle a été déjà reçue. Donc, le récepteur, est-ce qu'il va la considérer comme une nouvelle trame ou bien c'est une retransmission? Ça, c'est un problème qui mérite d'être investigué pour résoudre le problème. Donc, problème, si l'acquittement d'une trame est perdu, la trame N, elle a été perdue, elle a été bien reçue, sans erreur, mais la trame, elle a été perdue. Ça veut dire qu'après T, l'émetteur va renvoyer la même trame, la trame N, mais dans le côté de la récepteur, elle va la considérer comme une trame N plus 1. Ça, c'est un problème. Lorsqu'on construit par exemple un fichier, on ne veut pas que la même partie fasse, par exemple, donc si ce sont deux bouts qu'on considère qu'ils sont différents, donc ça va, ce qu'on va reconstruire les couches supérieures va être différent de ce qui a été envoyé par les couches. Parce que, par exemple, une trame N, elle va être considérée comme une trame N plus 1. Ça, c'est un problème. L'émetteur va la retransmettre. Donc, l'acquittement n'a pas été reçu. L'émetteur retransmet la même trame. Vous voyez que la trame, elles ont les nombres de séquences. Par exemple, le message de la trame, mais côté récepteur, elle va la considérer comme si c'était une nouvelle, la suivante. Et donc, ça, c'est un problème. Va considérer, donc, pour résoudre le problème, donc, il faut donc numéroter solution. Il suffit de numéroter les trames pour résoudre le problème. À cet effet, on va rajouter un champ dans l'entête de chaque trame pour mettre leur numéro. Donc, quelle est la longueur? Donc, les gens, ils ont un petit peu investi ce problème. Combien on va mettre? Combien de bits il faut mettre dans l'entête pour numéroter donc les trames? Donc, par exemple, et l'on voit la trame 0, donc l'acquittement 0. Donc, numéro de la trame attendu 0. Pas d'erreur. Donc, vous voyez que le numéro de la trame envoyé, c'est 0 et le numéro de la trame attendu, c'est 0. Donc, voilà. Maintenant, pas d'erreur. Donc, trame acceptée. Lorsque l'acquittement a été perdu, donc le récepteur va renvoyer la même trame. Numéro de la trame envoyée. Donc, au côté récepteur, le numéro de la trame attendue, c'est 1. Lorsqu'il reçoit la trame N0, donc il va la rejeter parce qu'il l'a déjà reçue. Donc, vous voyez que la seule ambiguïté du côté récepteur est de savoir s'il s'agit de la trame précédente ou bien d'une nouvelle. Donc, soit qu'il s'agit d'une nouvelle trame ou bien de la précédente. Donc, pour faire enlever cette ambiguïté, un bit va suffire pour coder s'agit-il d'une nouvelle ou bien de la précédente, un seul bit. Si par exemple, si c'est une nouvelle trame, on va prendre 1. Donc, un seul bit suffira pour la numération. Donc, la première trame porte le numéro 0 et la deuxième 1. Et ainsi de suite. La nouvelle 0, etc. Donc, à tour de rôle. Donc, lorsqu'on voit 0, ici, bien sûr, le récepteur, il attend 0. Au début, donc, on envoie 0 et le récepteur, il attend
la première, 0. Si par exemple l'acquittement de 0 n'a pas été, donc celui-là, il va renvoyer 0. Il va renvoyer. Lorsqu'il arrive, il est déjà, donc lui, il attend la trame A, donc la 0. Donc, supposons donc comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Il y aura par exemple côté émetteur, côté récepteur. Donc, numéro trame envoyé, numéro trame attendu. Donc, on commence par 0. Le numéro de trame envoyé, on commence par 0. Et bien sûr, aussi à la réception, on attend la 0. Lorsque celle-là elle a été envoyée, donc elle a été bien reçue, lorsqu'elle elle a envoyé l'acquittement. Donc lorsqu'elle a envoyé l'acquittement, donc le numéro de trame attendu est égal au numéro de trame attendu ancienne plus 1, plus. D'accord? Donc, vous voyez que au côté réception, il attend la trame 1. Donc, on a dit que l'acquittement a été envoyé, il est perdu. Donc, celui-là, il va renvoyer 0. Il renvoie 0. 0 n'est pas égal à celle qu'elle attendait, elle va la rejeter. D'accord? Donc, c'est de cette façon que si une trame elle a été envoyée en double, elle va la rejeter. D'accord? Donc, si le numéro n'est pas celle qu'elle attend, elle va la rejeter. Donc, une deuxième méthode pour un petit peu donc le problème de cet algorithme d'envoyer à tonne ou bien send and wait et que vous voyez que celui-là il envoie et il attend. Donc tout ce temps elle doit attendre. Il ne fait rien. Il envoie et il attend, il envoie et il attend. Donc voilà. Donc ça, elle perd la bande passante. Donc il y a une deuxième façon pour permettre une meilleure utilisation de la bande passante du canal de transmission. On va permettre à un émetteur d'envoyer au lieu plusieurs trames avant de recevoir un acquittement. Il envoie plusieurs. Puis si il reçoit par exemple les acquittements, le dixième, et ce que les trames de 0 jusqu'à 9, ils sont bien reçus, etc. Donc, de cette façon, donc, il y a une utilisation meilleure de la bande passante. Le deuxième problème, on utilise par exemple, lorsqu'il n'y a qu'un seul canal de transmission, c'est l'accès au canal partagé. Le contrôle d'accès multiple au canal. Donc, par exemple, en bus, en topologie bus, on a dit que la topologie bus, ou bien en radiodiffusion, on a un seul canal. Un seul canal. Donc, par exemple, ça c'est le bus, câble coaxial, et donc on a plusieurs machines qui sont connectées sur le bus. Et donc, il n'y a qu'un seul. Donc, la topologie physique, c'est en bus. Donc, on a dit qu'il s'agit, par exemple, de câble coaxial. Et donc, soit avec les prises vampires ou bien avec les T. Et donc, on a ici un câble. Donc, la topologie physique, c'est en bus. Et la topologie logique, c'est en diffusion. Chaque message envoyé par une
une machine, il va être reçu par les machines. Mais imaginez que ce canal, donc, il est partagé. Si celle-là elle émet et celle-là elle émet, donc voilà, c'est l'accès au canal en même temps, il y aura des collisions et donc c'est un problème que les algorithmes de la couche, donc de la couche les zones de données et surtout la couche MAC, Medium Access Control, l'accès au médium, l'accès au canal. Donc, elle va essayer de résoudre. Donc, il y aura différentes normes. Par exemple, la norme E3E 802.3, 802.3 qui utilise la méthode CS, Multiple Access, avec la collision de données. Carrière sens, donc puisqu'il y a des collisions, donc dans cette topologie, donc il y a donc toutes les machines, elles sont libres. Donc là, on dit que c'est un accès aléatoire au canal. Chaque machine qui va envoyer, elle écoute le canal. C'est comme si vous voulez entrer dans la route. Vous regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà sur la route? Si la route est occupée, donc vous attendez que la route soit libre. Si la route est libre, donc vous essayez d'entrer. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive, il va vous percuter, donc il y aura un accident, il y aura une collision. Donc lorsqu'une machine écoute le canal et observe qu'il est libre, elle commence à envoyer sa trame. Il se peut que deux ou plusieurs machine écoute le canal en même temps et lorsque le canal est libre, elle commence à transmettre. Donc, lorsque c'est la transmettre, leurs trames vont faire des collisions et donc il y aura l'information ne va pas être transmise comme il fallait, il y aura du boom et donc il faut recommencer, il faut attendre un laps de temps aléatoire et recommencer après ce temps. Donc c'est un petit peu le problème d'accès à un canal partagé. On a parlé de partage du canal lorsqu'on a parlé de multiplexage, lorsqu'on a parlé de plusieurs émetteurs, N émetteurs et N récepteurs. Et donc, et bien sûr, elles vont partager un canal large bande. Donc, on a parlé de multiplexage fréquentiel. Donc, cette bande passante, elle va être partagée en petits bouts. Et chaque canal, elle va utiliser, bien sûr, on fait le multiplexage à l'émission et le démultiplexage à la réception. Mais on a dit que ça, c'est le mot, il est adapté pour la transmission analogique. Le multiplexage temporel, donc, lorsqu'on a N émetteurs, et donc chacun, il va à tour de rôle. Donc, c'est comme le temps partagé lorsqu'on a parlé de l'ordonnancement. Chaque des canaux, il va occuper toute la bande pour un laps de temps, etc. Et à la réception, on va essayer d'aiguiller vers les sorties. Mais imaginez qu'on a N émetteur très grand que le canal ne peut pas démultiplier. Donc, dans ce cas, il y a la méthode d'accès multiple au canal avec soit les algorithmes, soit à tour de rôle. On va voir par exemple la topologie 802, la norme 802.4 et 802.5. Donc, elle utilise le jeton. Le jeton, ça veut dire à tour de rôle. Et 802.3, il utilise donc le CS, Multiple Access, avec la détection de collision. Donc, ça, c'est un petit peu à tour de rôle avec un jeton. Donc, ça, c'est l'anneau. Le jeton sur le bus, ça, c'est le jeton sur l'anneau. Donc, la norme, donc, il y a les normes. Donc, ces réseaux sont intéressants par leur faible coût. Donc, réseau à diffusion implique un support unique. On a un support pour un émetteur et un récepteur. Donc, il existe différentes solutions pour réaliser ces accès multiples par partage strict du support avec le multiplexage fréquentiel, avec le multiplexage temporel. Le support est divisé soit dans le temps, soit physiquement.
par accès aléatoire, donc par la technique de CSMA, donc il écoute soit il écoute le canal, s'il est libre, il peut envoyer, soit par accès séquentiel, donc avec un jeton, à tour de rôle, avec un jeton, donc on sait à qui le tour pour utiliser le canal. Donc, on a parlé du multiplexage en fréquence et du multiplexage temporel. Donc, ça, on l'avait. Donc, pour les réseaux Ethernet ou bien le réseau en bus, et donc, une seule fréquence ou bien un seul canal. Et donc, lorsque deux stations essayer d'émettre en même temps, il y aura des collisions. Et donc, vous voyez, une collision, c'est la destruction du message. Donc, lorsqu'une station qui émet voit que le message envoyé est altéré, donc n'est pas conforme à ce qu'il a envoyé, donc elle sait qu'il y a une collision, elle arrête la transmission. Deux trames se percutent, donc c'est la collision. Donc, ce deux trames qui est un petit peu, il y a une collision. Plus le réseau est plus grand, nombre de stations, plus la probabilité d'apparition de collisions est grande. Donc, s'il y a plusieurs stations, donc il y aura une grande probabilité d'avoir des collisions. Donc, pour la gestion des collisions, de grande approche optimiste et approche pessimiste. Donc, on va avoir donc les approches. Donc, approche optimiste, envoyer, détecter s'il y a une collision, si oui, appliquer une méthode de résolution de conflit. Approche pessimiste, donner à chaque machine le droit exclusif d'émettre pendant une durée limitée de temps. Donc, voilà, par exemple, le jeton, il utilise la méthode. Il faut prévoir un mécanisme de négociation de droits d'émission entre les machines. La méthode d'accès, carrier sense multiple access with collision detection, carrier sense with collision detection, c'est une approche optimiste qui se base sur le principe de détecter. Donc, écoutez tout d'abord le canal, écoutez le trafic sur le réseau. Si le réseau est libre, si pas de trafic, ça veut dire s'il est libre, émettre une trame. Si la trame envoyée provoque une collision, réussir ultérieurement d'envoyer la même trame après un laps de temps aléatoire. Donc ça, c'est le principe de CS. Donc c'est un algorithme utilisé dans le réseau Ethernet avec accès aléatoire. Parce que de l'autre il est déterministe, parce que avec un jeton on sait qui va utiliser le canal. Maintenant c'est aléatoire. La méthode d'accès, donc on va essayer de comprendre. Donc imaginez que la station A émet une trame, la station B, elle écoute le canal, la station C, elle aussi, elle écoute. À un certain moment, elle détecte que le canal est libre. Lorsque la trame de A est arrivée, donc B, elle commence à envoyer. C aussi, elle commence à envoyer. Dès que le canal est libre, il commence à envoyer. Mais puisque les deux machines, donc la trame de chacune, donc supposons que ça c'est le canal, donc on a aussi la machine A, la machine B, supposons ici que c'est la machine C. Donc, elle transmet à un certain moment de le temps, elle a terminé sa trame. Lorsque B observe que le canal est libre, donc il commence à envoyer. Donc, il envoie tout ce qui va être envoyé, il va être reçu par B ici et tout le temps. Donc, lorsque C, elle aussi observe que le canal est libre, elle essaie d'envoyer, il envoie à toutes les stations. Mais
il y aura un temps avant la collision parce que la trame de C va faire un bout de chemin et la trame de B va faire un bout de chemin avant de se percuter un certain instant, donc lorsqu'il y a la percussion, donc le message qui va être reçu par toutes les machines, il ne va pas conforme à ce qui a été envoyé, donc voilà, elles vont savoir qu'il y aura une collision et chacune des messages arrête, chacune des stations arrête et recommence après un laps de temps. Donc vous voyez, lorsqu'il y a une collision, donc chacune des stations B attend un temps aléatoire, un délai C ou C, et donc après le B commence à envoyer, et donc lorsque C elle écoute le canal est déjà occupé, elle attend jusqu'à ce que le canal soit de nouveau libre, elle peut émettre sa trame. Donc vous voyez que ces deux premières trames, elles ont envoyé la collision. C'est là, donc en brown, donc au marron, donc c'est le délai aléatoire et c'est là. Donc vous voyez que le délai, ils ne sont pas les mêmes, aléatoires. Un tirage aléatoire pour ne pas attendre. Parce que s'ils vont attendre le même temps, donc ils vont recommencer d'émettre en même temps. Mais puisque c'est là, elle attend un temps plus petit que celle-là, donc lorsque celle-là va essayer d'écouter, elle écoute le point d'écoute, c'est le point en bleu. Elle écoute maintenant le canal, il est libre, elle commence à transmettre. Lorsque c'est écoute, le point bleu, elle trouve que le canal est déjà occupé. Elle attend jusqu'à ce que le canal soit libre. Elle commence à envoyer sa trame. L'attente, c'est en bleu. S'il là, elle attend, etc. D'accord? Donc, ça, c'est le principe de ces carrière sans multiple access. C'est une technique utilisée dans les réseaux Ethernet pour un accès aléatoire à un support partagé. Le comité des 3E, le comité Wesson de 3E a eu la charge de normaliser l'architecture de communication des réseaux locaux. Il s'est intéressé aux services offerts au niveau du bus, au niveau bas, la couche physique et les ondes de données, le modèle. Donc, contient 3 couches correspondant à 2 couches A et 2. Donc, la couche 2 a été subdivisée en 2 sous-couches. Donc, on a parlé que la couche liaison de données, elle est subdivisée en couche MAC et la couche LLC. Donc, la couche MAC, couche de contrôle d'accès, donc c'est la couche. Et donc, c'est la colle LLC. Donc, c'est là, elle va essayer de partager l'accès au canal. Donc, la couche la plus basse de liaison de données, ou bien la couche MAC, elle est réservée à l'accès au canal. Donc, vous voyez que au-dessus de la couche physique, il y a les normes 802.3 de E3E, 802.4, c'est un jeton sur bus. Ici, c'est un jeton sur anneau. Il y a aussi la norme du Wi-Fi, de LAN, donc son fil 800.11. Donc, celle-là, elle utilise l'algorithme CS, celle-là, elle utilise le jeton. Je vais vous expliquer la différence entre le jeton sur le bus et le jeton sur l'anneau. Le jeton sur le bus, donc, on a un bus, une machine, on peut avoir une machine qui n'appartient pas, une autre machine, une autre machine, une autre machine. Donc, c'est un anneau. Donc, sur la topologie physique, c'est le bus. Mais logiquement, c'est comme les machines, elle appartient à un anneau. À un anneau, ça veut dire qu'il y aura un jeton et
les machines, elles vont faire circuler le jeton entre ça et ça. Lorsque celle-là, elle va le recevoir, elle va l'envoyer à celle-là. Donc, lorsqu'elle le reçoit, elle va l'envoyer à celle-là, etc. Donc, c'est comme un nano construit sur un bus. Donc, c'est la norme 802.4. D'accord? Donc, physique, c'est le bus. Mais logiquement, c'est un nano. Parce qu'il y a un jeton qui va circuler et la trame va... Donc, les machines, c'est là, vous voyez que c'est là, même s'il est sur le même bus, il n'appartient pas à l'anneau. Donc, c'est un anneau construit sur un bus. On l'appelle donc les jetons sur bus. Il y a un jeton à tour de rôle. Donc, lorsque celle-là va recevoir le jeton, elle peut envoyer. Celle qui a le jeton, elle peut envoyer, etc. Mais si on voit, elle envoie à celle-là, à celle-là, à celle-là, à celle-là. D'accord? Donc, c'est un jeton sur le bus. L'autre, le jeton sur anneau, c'est un ensemble de machines qui ont été construites sur un anneau. Et bien sûr, donc, le jeton, physiquement, c'est un anneau et logiquement, c'est un anneau. Et donc, il y aura le jeton qui se propage de cette machine à celle-là. On a dit que lorsqu'on a vu même la structure du jeton, le jeton libre, donc il est constitué seulement de 3 champs. Et lorsqu'une machine qui a le jeton libre vous renvoyer quelque chose à une autre machine, elle le remplit de données, elle met l'adresse de destinataire, son adresse, elle positionne un certain ensemble de bits pour dire que le jeton n'est plus libre, etc. Et il l'envoie à la machine suivante. La machine, lorsque la destinataire, elle reçoit, par exemple, ça c'est la source et ça c'est la destination. Lorsque la destination a reçu la donnée, si bien sûr si la donnée n'a pas été erronée, si tout va bien, elle va positionner quelques bits de cette trame pour dire qu'il a bien copié les données et le renvoie de l'anneau. Lorsqu'elle va recevoir le jeton, elle va vérifier est-ce que la trame a été bien copiée. Si oui, il va essayer de le vider et envoyer un jeton libre sur l'anneau, etc. Donc, c'est la norme 802.5. Donc, c'est à tour de rôle avec le jeton qui tourne. Par contre, le 802.3, c'est aléatoire. Donc, c'est ça la différence entre ces normes. Et donc, la couche LLCC, la norme 802, donc il contrôle, par exemple, il va essayer de faire d'insérer les adresses, etc. Et on peut faire même la vérification de la trame par le CRC. Donc, c'est un petit peu les problèmes rencontrés. Donc, maintenant, on va essayer de parler des réseaux locaux. Les réseaux locaux, on a dit qu'un réseau local, les LAN, c'est un ensemble de machines géographiquement localisées dans un bus, dans un local, dans un appartement, dans un campus. Et donc, dans une maison, on trouve généralement le mot réseau et local indique une architecture distribuée mais localisée généralement sur un même local. Qu'est-ce qu'un réseau local? C'est un ensemble moyen autonome de traitement, ordinateur, station, imprimante, téléphone, relayés entre eux pour s'échanger des informations et partager des ressources matérielles et logicielles. On trouve généralement dans les réseaux locaux un serveur du fichier, d'imprimante, de messagerie, etc., serveur du web, le routeur, etc. Donc, c'est un réseau autonome qui peut partager des informations entre les différents. Donc, la plupart du temps, on a dit qu'il y a la topologie en bus, la topologie en étoile, la topologie en nano, la topologie hiérarchique, la topologie maillon. Donc, il y a plusieurs topologies donc, dans les réseaux locaux. Un même média partagé, même câble, par exemple.
il faut gérer l'accès au médium. Donc, on vient de parler de comment accéder à le support, le canal de transmission. Rayon de couverture, il peut arriver jusqu'à quelques kilomètres. Donc, une bande passante élevée. Donc, on peut avoir les 10 mégabits par seconde, les 100 mégabits et même avec des gigas. Avec la fibre optique, on peut arriver à des gigas. Avec la paire torsadée, on peut arriver avec plusieurs pires, on peut arriver à 100 mégas. Et bien sûr, avec le câble coaxial, on peut arriver à 10 mégabits par seconde, partagé par tous les hôtes, par toutes les stations, par toutes les machines. Faible taux d'erreur, donc maintenant l'erreur, elle est presque 10 à la puissance moins 10, la capacité de faire broadcaster. Le broadcast ou bien la diffusion, lorsqu'un message va être envoyé par une machine à tous les utilisateurs de réseau local. Donc voilà, des relations entre des machines placées en mode égalité. Il n'y a pas la notion de maître et d'esclave. Donc tout, il a le droit d'accéder au canal. Et donc si le canal est libre, donc ils peuvent envoyer. Donc ils peuvent envoyer une mise en œuvre qui reste du domaine privé. Donc voilà, lorsque les entreprises, donc c'est privé, donc elles peuvent partager avec le monde extérieur, ou bien il se peut qu'elle soit juste à titre privé. Une entreprise peut faire son réseau privé, donc on parle de réseau local privé, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'opérateur officiel du gouvernement, indépendamment de Tissat al-Maghreb, indépendamment de France Telecom. Donc si ils peuvent faire communiquer ces machines indépendamment d'un opérateur de télécommande. Il faut seulement avoir les fils, les connecteurs, il faut seulement avoir le switch ou le hub et bien sûr et le câblage nécessaire pour faire communiquer les machines, indépendamment de l'opérateur téléphonique ou bien de télécommunication en même. Mais si vous voulez accéder à Internet, il faut passer par un opérateur d'accès à Internet, un provider. Internet provider, c'est celui qui peut vous faire communiquer à des routeurs qui vont faire accéder à la toile ou bien à l'Internet ou bien au réseau des réseaux. Donc la topologie, donc il y a différentes topologies. Ça c'est la topologie en bus. Donc il y a le câble coaxial, l'anneau, l'étoile. L'étoile, ça peut être soit par une machine, soit par un hub, soit par un switch. Un switch, donc c'est un commutateur. Le concentrateur, c'est le hub. Donc, on va voir tout ceci. Donc, on peut avoir HADA un petit peu étendu, hiérarchique, maillé. Donc, la topologie physique, on a dit que la topologie, c'est comment les machines elles sont physiquement reliées. Ça, c'est la topologie bus, topologie en anneau, topologie en étoile. La topologie logique, par opposition à la topologie physique, elle représente la façon dont les données transmettent entre les lignes de communication. Les topologies logiques, on peut avoir Ethernet, la topologie point à point, à diffusion, token range, FFD. Donc, ça c'est pour la fibre fiber distributed data interface. Donc, ça c'est elle se base sur la fibre optique. En bus, on a des machines qui sont montées sur le même câble coaxial. Une topologie en bus est l'organisation la plus simple de réseau. En effet, en bus, tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission du câble généralement coaxial. Le mot bus désigne la ligne physique qui relie les machines de réseau. Les messages sont reçus par l'ensemble des stations. Donc, partout, donc c'est la division. Une station peut accéder à tout moment au support. On a dit que l'accès au support, c'est aléatoire. Mais si deux machines en vont en même temps, elles vont créer des collisions. Problème si deux stations décident d'émettre en même temps, collision. La norme 803, une station vérifie avant d'émettre qu'une autre station n'est pas déjà en train d'émettre. La norme 802, on a dit que la norme 802, c'est un jeton sur un an. Physiquement, c'est le bus, mais logiquement, c'est un anon. Donc, il y a un jeton que c'est. Chaque station se voit attribuer tour à tour le droit d'émettre, donc circulation d'un jeton.
La topologie au nano, donc il y a la transmission dans un sens. Donc, lorsqu'une machine reçoit le jeton, elle peut transmettre, elle peut mettre les données de le jeton et mettre que le jeton n'est plus libre et le jeton est placé. Donc, circulation unidirectionnelle du message de proche en proche jusqu'à atteindre le destinataire. Donc, la norme 802.5, token range. Token, c'est le jeton, range, c'est l'anneau. Le droit d'émettre est transmis par l'intermédiaire d'un jeton qui circule de station en station sur l'anneau. En étoile, donc il y a un nœud central. Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé concentrateur, le hub. Le hub, donc vous voyez que physiquement, elles sont liées en étoile, mais la topologie logique, ça veut dire que sur le hub, on a parlé du hub, on va y revenir, que le hub, c'est un répéteur multiport. Un répéteur multiport, ça veut dire ce qu'il reçoit sur un port et le diffuse sur tous les ports. Donc, physiquement, c'est en étoile, mais logiquement, c'est en diffusion. Ce qu'elle reçoit, lorsqu'une machine, par exemple, envoie quelque chose, le hub va le distribuer à toutes les machines. Donc, physiquement, c'est en étoile, logiquement, c'est une diffusion. Dans une topologie, les ordinateurs de réseau sont reliés à un système matériel, le centrateur ou le commutateur. La différence entre le commutateur et le hub, le hub, on a dit que c'est un répéteur multiport, donc elle travaille sur la couche physique. Le switch ou le commutateur, c'est un pont multiport. Le pont, elle travaille sur la couche liaison de données, elle travaille avec le tram. Le hub, elle travaille avec les bits. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Donc, on peut minimiser les collisions avec un commutateur, avec un switch. Et donc, par contre, avec un hub, il y aura beaucoup de collisions. Ces deux machines, essayer de transmettre en même temps, il y aura des collisions. Par contre, si par exemple, si là on voit un message, il ne diffuse pas à toutes les machines, il sait à qui il va. Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles il est possible de raccorder les câbles réseau en provenance des ordinateurs. Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différentes jonctions. Par exemple, avec le câble RJ45, on peut faire un réseau en étoile, soit avec un hub, soit avec un switch. Actuellement, les hubs disparaissent pour laisser de la place au commutateur, au switch, parce que donc ils limitent les collisions. Donc on a les réseaux, donc à partir des années 70, maintenant on a les normes donc d'accès aléatoire. Architecture logique, le support de transmission est un segment. Il n'y a pas de topologie particulière. Méthode d'accès, on aura plusieurs dB à 10, donc 10 mégabits par seconde, 100 mégabits et 1 gigabit. Avec ça, c'est avec la câble coaxial, avec la paire torsade à plusieurs fibres, et ça c'est avec un fibre optique. On peut faire fibre optique avec bien sûr la topologie étoile. Un réseau Ethernet, donc un réseau Ethernet est un réseau à caractère probabiliste, aléatoire, car il n'y a pas de chef d'orchestre pour synchroniser les émissions. Cette absence conduit à dire que le réseau est égalitaire. Il n'y a pas de maître ni d'esclave. Toutes les machines ont droit d'émettre sur le canal de transmission. Les 4 éléments de base Ethernet sont la trame, on a vu la trame Ethernet. Comme il y a le préambule, le start frame délimitateur, les adresses destinataires, les adresses sources, le type de paquet qu'elle transmet, la longueur de la trame, des données utiles, et bien sûr, et le CRC. Donc, ce sont les messages véhiculés par une trame. Le protocole d'accès aux médias, qui consiste en un ensemble de règles intégrées dans chaque interface Ethernet qui permet à plusieurs ordinateurs d'accéder de façon équitable
Aucun canal de transmission. Le composant de signalisation qui consiste à l'électronique standard, le médium physique constitué de câbles ou autres médias. On peut être câble coaxial, on peut être persuadé, elle peut être par exemple la fibre optique. Donc la trame, elle a la forme suivante. Pour une bulle, ça forme les adresses, le bourrage, si la trame ne fait pas la taille 46, le frame control sequence, bien le CRC, généralement c'est le RC. Donc la trame, donc les données utiles, ça fait 46 octets minimum, maximum 1500, en incluant, parce que même le CRC, elle concerne à partir de MAC vers les données utiles. Donc, si on inclut à partir de l'adresse jusqu'à CFC, on va ajouter 18, donc elle va faire 64 au 15010. La longueur minimale d'une trame, c'est 64 octets. Si la trame est inférieure, donc on ajoute le bourrage pour qu'elle arrive à cette longueur minimale. Donc, le champ type est 2 octets qui désignent le type de données encapsulées. Donc, ici dans la trame, le type, il nous indique le type de paquet encapsulé. On a différents types. Par exemple, si c'est un paquet épais, vous voyez qu'en notation hexadécimale 0800, 2 octets, il est sur 2 octets. Le premier octet, c'est 0800. Si c'est un protocole ARP pour Address Resolution Protocol 0860 en hexadécimal. Si c'est pour Reverse Address Protocol, donc la trame Ethernet, elle peut avoir les 3 champs flux type. L'adresse MAC, donc l'adresse MAC, donc on a dit que ce sont des adresses gravées sur la carte graphique et les codées sur 6 octets. Les 3 octets de poids le plus lourd, donc ils concernent le constructeur. Les 3 octets de poids de poids petit, ils concernent le numéro de la carte. Donc, l'adresse MAC est sur 6 octets, 48 bits. L'adresse MAC est divisée en 2 parties. Les 3 premiers octets désignent le constructeur. Les 3 derniers désignent le numéro de la carte. Donc, pour chaque constructeur, on peut avoir le constructeur MAC, 3Com, HP, etc., IBM et différents constructeurs. Donc, les 3 sur l'unicité du numéro de constructeur par tranche, de 2 à la puissance 24 cartes. Chaque constructeur assure l'unicité du numéro de chaque carte fabriquée. En gros, on aura 2 à la puissance 24. Puisqu'il s'agit de 3 octets pour chaque constructeur, donc on peut avoir jusqu'à 2 à la puissance 24 constructeurs. Et chaque constructeur, elle peut construire jusqu'à 2 à la puissance 24 cartes par classe d'adresse. On parle alors d'adresse physique ou hard. En contrepartie, dans les adresses IP, on va parler des adresses soft ou bien des adresses logiques. Pour le bon fonctionnement d'un LAN, il est absolument indispensable que toutes les stations aient une adresse physique différente. Parce que donc, on se base dans les LAN sur les adresses physiques pour distribuer les trames. Par contre, sur les réseaux étendus, lorsqu'on va envoyer un paquet à une machine distante, il faut utiliser, bien sûr, l'adresse IP, l'adresse logique IP. Parce que lorsque le paquet va sortir du LAN, il va être donné à une passerelle qui va la faire la sortir. C'est le rôle de routeur. Le routeur, lorsqu'il y a quelque chose qui va sortir de LAN, on va la donner à la passerelle ou bien au routeur. La passerelle, ou à la porte. Lorsque vous voulez sortir de votre maison, il faut sortir par la porte. Donc la porte, c'est la passerelle pour sortir d'un réseau local à un autre réseau local. Donc, pour faire communiquer plusieurs réseaux locaux, on utilise les routeurs, on utilise les passerelles, et donc c'est le rôle. Et pour ceci, on utilise les adresses IP. Par contre, si nous sommes dans un seul adresse LAN, dans un seul réseau,
Donc, on utilise les adresses MAC. On parle alors d'adresse physique ou hardware pour le bon fonctionnement d'un LAN. Il est absolument indispensable que toutes les stations aient une adresse physique différente. Exemple, adresse physique qui représente l'hexadécimal. Donc, on a dit que 6 octets, premier octet, deuxième octet. Donc, les 3 octets 08000, ils concernent par exemple le constructeur HP. Le numéro 35, 8, 15, 0 en hexadécimal, c'est le numéro de la carte pour le constructeur HP. Donc, et l'adresse de la carte. D'autres constructeurs comme 3Com, Cisco, etc. Donc, il y a différents constructeurs. On a dit qu'on peut avoir jusqu'à 2 à la puissance 24 constructeurs. Il y a, par exemple, des constructeurs qui peuvent utiliser, au lieu, ils peuvent avoir 2 à la puissance 24, mais lorsque 2 à la puissance 24 sont épuisés, ils peuvent emprunter une autre série. Différentes versions d'Ethernet. Donc, pourquoi différentes versions? Parce que il y a par exemple la technologie, les câbles, le dB qui change au lieu de donc on communique donc dans un réseau local mais avec des dB différents. Par exemple, le protocole évolutif avec au début de mégabits par seconde, 10 mégabits par seconde, 100 mégabits avec une paire torsadique, avec un câble coaxial, on peut avoir jusqu'à 2 dB, 2 mégabits par seconde, paire torsadée. Et bien sûr, plusieurs paires, on peut avoir jusqu'à 100 et la fibre optique, on peut avoir jusqu'à 10 gigas. Donc, les appellations numérisées, on a dit que c'est 802.3 sont désignées par un code, par exemple, 10 bytes, 5, 10 bytes. Donc, voilà, par exemple, 10 bytes 5, ça veut dire que le dB, c'est 10 mégabits par seconde. En bande de base, sans modulation et avec un câble coaxial de type épais. Ça, c'est le câble coaxial de type épais. On peut avoir 10 base 2, c'est 10 mégabits par seconde dans la bande de base, avec le câble coaxial mince au lieu d'épais mince. Donc, dans l'épais, on utilise les connecteurs Vampire. Dans le mince, on utilise les connecteurs T. Donc, on peut avoir 10 base T lorsqu'il s'agit de la paire torsadée, 100 base T, 100 base F, etc. Donc, ça dépend du type de câble, du débit et de la modulation, etc. Donc, indique le dB. La première lettre, c'est le dB. Le deuxième, soit bass, soit broad. Broad pour la modulation. Le type de modulation, bande de base ou large bande. Broad. S'il s'agit sans modulation, c'est basse. Donc, la bande de base, c'est broad, c'est avec modulation. Et le troisième, ça doit être un chiffre ou une lettre. Ça doit être un chiffre ou une lettre. Donc, la longueur maximale d'un support pour un câble coaxial ou une lettre donnant le type de support pour une paire torsadée ou bien pour une fibre optique. Par exemple, 10 base 5, si on vous donne le dBc, donc le type d'Ethernet et l'étude, ça veut dire que le dB c'est 10 mégabits par seconde en bande de base avec un câble coaxial de type épais avec une longueur maximale de 500 mètres. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, il utilise donc pour chaque machine pour accéder, il utilise l'algorithme toujours CSMA. Et donc, il utilise donc avec l'axe le câble coaxial épais, il utilise comment on les appelle? Les connecteurs Vampire. Donc, bouchon, etc. Donc, d'accord. Donc, vous voyez que c'est épais. Donc, la câble épais, c'est ça. Donc, il utilise donc détection de collision, 5 segments, bouchon. Donc, le bouchon, c'est pour limiter la transmission vers l'extérieur. Donc,
pour les câblages rapides, on préfère des bases 2. Donc, base 2, ça veut dire que c'est épais. Donc, au lieu de la prise Ampère, on utilise la prise en T. Donc, ça, c'est moins coûteux et plus facile d'installation, architecture plus économique. Donc, topologie, câble coaxial, Beauchamp, donc, il utilise donc, les connecteurs en T. Donc, et il faut utiliser un répéteur entre deux segments. Lorsqu'on utilise 10 base T, ça veut dire le débit c'est 10 mégabits par seconde en bande de base, et c'est la paire torsadée. Une double paire torsadée, le câble, donc topologie physique en étoile, la range maximale 500. On utilise un hub ou un switch avec un câble RG45. On a dit que si on utilise un hub, on utilise le câble direct. Par contre, si on utilise un câble RG45 entre deux machines directement, il faut utiliser un câble RG45 croisé. D'accord? Il y a aussi 100 bases T. Au lieu d'utiliser une seule paire torsadée, on utilise plusieurs paires torsadées. Donc, avec bien sûr 4 paires torsadées, ou bien 2 paires torsadées, plusieurs. Et bien sûr, on peut aussi avoir 100 bases FX pour la fibre optique. Pourquoi des extensions pour Internet? Parce que donc on veut un petit peu sauvegarder ce qu'il existe, seulement changer par exemple changer le débit, accroissement du trafic et des réseaux d'entreprise, nouvelles applications qui ont besoin de débit. La norme est donc les extensions se disent améliorer les débits. Au lieu de 10, on peut avoir 100 et même des gigas. Comité, donc lorsqu'on parle de l'Ethernet comité, donc au lieu d'un hub, on utilise un commutateur. Ethernet comité, Ethernet full duplex, donc on utilise un commutateur au lieu d'un hub. Le hub, la topologie physique est une étoile, mais la topologie logique est un bus, donc parce qu'il diffuse. Donc il y aura des collisions. Le commutateur, lui, donc le hub, c'est le concentrateur, il travaille sur la couche physique. Celui-là, il travaille sur la couche liaison de données. L'équipement analyse l'adresse physique. Donc, chaque trame, elle a une adresse physique et il sait à qui il va l'aiguiller. Lorsqu'elle reçoit quelque chose sur un port, il sait à quel port elle va le faire sortir, pas à tous les ports d'une trame, et la retransmet uniquement sur le brin contenu de la machine destinataire. Le commutateur permet en plus de regrouper dans un seul segment les stations liées à un trafic important, plusieurs serveurs sur une dorsale, un serveur à des stations. Donc voilà, le commutateur, il utilise une table de commutation pour savoir à qui il va l'envoyer. Donc par exemple, vous voyez, par exemple, on a le port 1, le port 2, le port 3, 4, 5. Chaque port, il a un tampon en entrée, un tampon en sortie, un tampon en entrée. Donc, les trames qui arrivent, ils vont vers la trame, vers le tampon d'entrée, avant de savoir à qui il va être. Parce que il se peut que le commutateur, avant d'envoyer, je ne sais pas si matrice de commutation, traitement lié à une interface, décodage, adresse au volet, apprentissage, adresse source, routage. Donc, je ne sais pas de quoi s'agit-il. Le technique, la commutation à la volée, donc accepte la trame. Ça veut dire à détecter l'adresse destination pour la transmettre sur le port. Pas de contrôle. Donc, pas de contrôle, est-ce que la trame est erronée ou pas, pour transmettre les trames erronées. Donc, il y a donc les deux techniques. Donc, c'est ce que je veux dire tout à l'heure. Donc, lorsqu'il reçoit une trame, il accepte la trame et commence à détecter l'adresse destination pour savoir à qui il va l'envoyer. Il ne fait pas. Donc, si la trame est erronée ou pas, il va c'est un petit peu le destinataire qui va savoir que la trame elle est erronée.
commutation store and forward, accepte la trame entrante, la stock temp, la vérifier, est-ce qu'elle contient des erreurs ou pas avant de la transmettre. Donc, elle vérifie. Donc, store and forward, elle la met chez lui, donc et elle traite, est-ce qu'elle contient des erreurs? Si elle ne contient pas des erreurs, elle va la sortir à la destination. Donc, l'autre, elle la transmet, soit qu'elle contient des erreurs ou pas. Donc, problème de congestion de réseau, pas de contrôle du flux. Donc, il se peut que le destinataire, donc, il se peut que les tampons, si elles sont pleins, si le tampon est plein, donc s'il y a des trames qui arrivent, vont être perdues. Donc, voilà, le tampon est là pour un petit peu donner le temps au commutateur pour traiter les trames reçues. Si il y a quelqu'un qui envoie beaucoup de trames, donc il y aura donc beaucoup de trames qui vont être perdues. Les réseaux token range, on a dit que les réseaux token range, ils se basent sur la notion de un jeton, principe donc développé par Newhall, il est soutenu par IBM. Principe instructeur en nano permet de faire circuler un jeton unique. Demande, donne le droit à émettre à une station. Donc, il n'y a pas l'accès concurrent. Donc, voilà, qui a le jeton peut transmettre. Par rapport à Ethernet, offre un service de transmission de données prioritaire. Donc, le problème de l'Ethernet, c'est qu'il ne fait pas de distinction entre les données prioritaires et les données moins prioritaires. Nous avons vu, lorsque nous avons parlé du jeton, on a la structure du jeton en nano, son format. Elle contient un certain ensemble de bits. Le bit, donc le AC, donc AC contre un acté dont la structure est de la forme suivante PPPT, MRR. Les bits de réservation de la plus grande priorité. Donc, les données prioritaires, elles vont se transmettre avant les données moins prioritaires. Par contre, dans la structure de la trame Ethernet, il n'y a pas de distinction entre les données prioritaires et non prioritaires. D'accord? Donc, c'est un petit peu... ça, c'est déjà c'est une différence entre les deux. Amélioration par rapport à Ethernet offre un service de transmission de données prioritaires, méthode d'accès a priori sur code de gestion. Donc voilà, les autres, donc il y a accès aléatoire, donc il y a des collisions. Maintenant, celui qui a le jeton à tour de rôle, elles peuvent envoyer. Le début, on peut avoir de 1, 4 jusqu'à 16 mégabits par seconde. Maintenant, si on a différents types de LAN à faire connecter. L'interconnexion des réseaux permet à des stations appartenant à des différents LAN de communiquer. Pour s'affranchir, parce qu'il se peut qu'une entreprise, par exemple, elle a des locaux différents, un local réseauté en nano, un autre en bus, un autre en nano, un autre en étoile, etc. On sait que en bus, en Ethernet, etc. Donc, la forme de jeton, la forme de la trame n'est pas la même. La trame d'un jeton sur anneau et la trame Ethernet n'est pas la même. Donc, si on veut transmettre, donc si on a par exemple ici un étoile, et bien sûr, un autre, ici c'est un anneau, et donc, pour faire communiquer les deux, par exemple, l'étoile et l'anneau, il ne faut donc, supposons que pour la même entreprise, elle a deux réseaux différents. Il veut que lorsqu'il envoie quelque chose à partir d'une machine, il faut le recevoir par une autre machine, puisqu'il s'agit de la même entreprise. Donc, pour faire communiquer deux réseaux locaux différents, on utilise donc, par exemple, ce qu'on appelle le pont. Le pont, elle travaille sur
la couche liaison de données, elle travaille pour que une trame qui a une forme différente, il faut la convertir en une trame pour qu'elle soit acceptée dans l'autre réseau. Ici, on sait le format de la trame. Ici, dans l'Ethernet ou bien le bus ou bien l'étoile, on sait donc il faut convertir la trame pour qu'elle soit acceptée de la forme. Donc, c'est ça l'objectif de la communication, l'interconnexion des réseaux locaux. Pour s'affranchir des limites imposées sur les LAN en termes de rayons, de couverture et de nombre de stations et de répartir un LAN en plusieurs domaines de collision distincts pour des raisons de sécurité et de performance. Donc, le répéteur, elle travaille sur la couche physique. Elle régénère le signal. Un signal, lorsqu'on l'envoie, il a été transporté sur un support avec guide de son guide, après, donc, généralement, avec guide, après une distance, il perd la forme. Pour lui donner de la forme, on utilise un répéteur. Un répéteur est donc ce qu'il reçoit et l'amplifie pour lui donner de la forme. Un point, lui, il travaille sur la couche. Vous voyez qu'il travaille sur la couche liaison de données. Et le hub, c'est un répéteur multiport. Ce qu'il reçoit sur un port, il le distribue sur. Par contre, un switch, le commutateur, c'est un pont multiport. Ce qu'il reçoit sur un port, il va le distribuer sur le port destinataire, pas à tous les ports. Donc, le pont, le rôle du pont, c'est de faire changer, faire communiquer deux réseaux locaux de topologie et de trames différents. Il se peut que les trames d'un réseau local sont différentes d'un autre réseau local qu'on va essayer de faire communiquer. Et donc, le pont va faire ce bridge. Le bridge, c'est le pont. Le khatra. Et le retour, lui, elle va essayer de travailler sur la couche réseau pour communiquer deux réseaux différents. On utilise, pour ressortir quelque chose d'un réseau, il faut utiliser un routeur. Donc, le hub, donc c'est un répéteur, donc lui, il travaille sur la couche physique. Donc, ce qu'il reçoit, il l'amplifie, il va le renvoyer sur la couche physique. Le pont et le commutateur, le bridge, il travaille sur la couche liaison de données. Le routeur, il monte jusqu'à la couche réseau. Donc, c'est très intéressant de comprendre ça. Donc, ici, donc voilà, par exemple, on a une machine qui est dans un réseau qui utilise des trames différents par rapport aux trames utilisées par cette machine. On est donc à partir de la couche physique, on essaie de délimiter la trame. D'accord? Lorsqu'on délimite la trame, on va essayer, par exemple, de savoir quelle est l'adresse physique, l'adresse, etc. Et les données utiles. Les données utiles, c'est le paquet. On va encapsuler le paquet, les adresses destination, les adresses sources dans une trame d'un format différent que celui de ce côté. Vous voyez qu'on peut extraire une trame et construire une nouvelle trame si les deux machines n'utilisent pas la même topologie, n'utilisent pas les mêmes trames. Donc ici, c'est un réseau. Donc l'information, elle va monter jusqu'à la couche réseau, jusqu'à sortir le paquet. Et on va encapsuler le paquet dans ça doit être un réseau à part et un autre réseau. Donc il y aura un ou plusieurs routeurs. On peut parler aussi de la passerelle si on monte vers les couches supérieures. Mais les plus importants, c'est le répéteur et le hub, le pont et le switch et le routeur. Ça, sur le même
sur la couche physique, on monte vers la couche liaison de données, et ça, on monte vers la couche réseau, de modèle OSI. Un répéteur agit uniquement au niveau de la couche 1 du modèle OSI, la couche physique. C'est un amplificateur de ligne avec ses avantages et aussi l'inconvénient de transmettre le bruit sans. Elle transmet le signal, mais si elle reçoit un bruit, elle va amplifier aussi le bruit. Il n'y a aucun filtrage sur le contenu. Elle n'utilise. Donc, elle relie deux brins d'une même terminologie ou un seul langue, car les trames sont reproduits à l'identique. Elle ne fait pas aucune distinction. Les bits, donc le signal reçu, il va le régénérer. En 10 base 5, ça veut dire sur 10 mégabits par seconde, avec la bande de base sur un câble épais, l'usage d'un répéteur fait passer la limite de 500 à 1000 mètres. Donc, deux machines peuvent être distantes seulement de 500, mais si on utilise un répéteur, on peut prolonger donc cette distance à 1000 mètres. Donc, le signal reçu, il va être régénéré et il va être envoyé à la destination. Le hub, c'est un répéteur multiport. Un hub répète simplement les informations d'un port vers tous les autres ports. Il utilise lui aussi la couche physique. Le hub ne limite pas les collisions et n'améliore pas l'usage de la bande passante. Son seul intérêt est de permettre le branchement ou le débranchement des stations sans perdre le fonctionnement général. Donc, par exemple, dans la topologie non, si je débranche une machine, le réseau il peut couper. Par contre, ici, je peux débrancher, allumer une machine, ce que le reste du réseau défonctionne. Donc, voici par exemple deux exemples de hub. Mais je le répète que les commutateurs, les switches remplacent maintenant la plupart du temps les hubs. Parce que donc il y a le problème de collision donc lorsqu'on utilise un hub. La technologie carrière sense multiple atteint vite ses limites quand les réseaux étaient encombrés. Lorsqu'il y a beaucoup de machines, il y aura beaucoup de collisions. Une amélioration possible quand on ne peut pas changer de technologie, augmenter le débit et d'utiliser en plusieurs ponts. Le bridge qui est relié, donc qui réduit le temps de collision. Donc, lui, il sait à qui il va être utilisé. Mais on a dit que elle change le format. Le pont essaie de changer le format. Donc, physique 1, donc on a ici un support, donc on a la couche physique 1 et de ce côté, une autre physique 2. Ça peut être ici une topologie en nano, ça peut être ici une topologie en bus. D'accord? Donc, s'il y a deux topologies différentes, deux trames différentes, pour les faire communiquer, on utilise un pont, architecture d'un pont suivant le modèle OSI. Le switch ou le commutateur aligné des stations sur un même réseau local constitue une première étape simple et faible pour réseau local d'entreprise. Donc, pour minimiser les collisions, on utilise les switches au lieu du hub. L'inconvénient d'une telle architecture est que le nombre de collisions croît assez vite avec le trafic. Donc, s'il y a beaucoup de trafic, il y aura d'où une baisse très sensible de la rapidité des échanges de gaspillage de la bande passante. Donc, il y aura des collisions. Il y aura donc de la bande passante où il n'y a pas aucune transmission. Depuis plusieurs années, donc, est apparue une nouvelle technologie qui s'appelle donc, ça c'est le problème du hub. Le problème des hubs, donc pour remédier à ceci, on utilise un Intelligent Switching Hub ou commutateur. Le switch est une connexion entre un port d'entrée et un port de sortie en fonction de l'adresse MAC. On a parlé elle utilise la table de commutation. Un commutateur fonctionne par apprentissage
pour établir sa carte des adresses, mais il peut aussi travailler à partir d'une table préconfigurée. Donc, lorsque tu connectes une machine à un switch, elle apprend l'adresse MAC, elle sait s'il y a quelque chose qui va être envoyé à cette adresse MAC, elle sait à quel brin il va le mettre. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi qu'on a parlé de la couche liaison de données, des problèmes liés à cette couche, donc des normes qu'elle utilise. Donc, on demande à la couche liaison de données, à partir des informations véhiculées par la couche physique, par un support physique, d'extraire les trames, de délimiter les trames, de savoir est-ce que les trames sont correctes ou pas. Est-ce que lorsqu'il y a un accès conquérant à un support de communication, s'il s'agit d'un jeton, donc il y aura un partage déterministe du support. S'il s'agit d'un support accès aléatoire, il faut utiliser la technique CS avec la direction de collision et l'écoute. Et l'écoute, donc le canal, si le canal est libre, si le canal est occupé, elle attend jusqu'à ce que le canal est libre. Lorsque le canal est libre, il commence à envoyer. Lorsqu'il commence à envoyer, si l'envoi d'une trame provoque une collision, ça veut dire qu'il y a plusieurs machines qui essaient, elle aussi, envoyer. Elle s'arrête pendant un laps de temps et il va recommencer. Si à nouveau il y aura de collision, donc il va encore s'arrêter. Donc, on a vu plusieurs types de protocoles donc de la couche liaison de données, de la sous-couche MAC, à savoir la norme WESON 2.3, donc dans laquelle on utilise donc il y a la norme WESON 2.4 avec une topologie en bus, avec un jeton, avec la norme WESON 2.5 avec un jeton sur anneau. On a dit que le répéteur ou le hub, il travaille sur la couche physique. Le pont et le switch, ils travaillent sur la couche liaison de données. Ils utilisent les adresses MAC. Les adresses MAC, elles sont uniques, elles sont sur 6 octets. Les 3 premiers octets de poids le plus fort, ils sont dédiés aux constructeurs comme HP, comme 3, comme IBM, comme Cisco. Les 3 octets de poids faible, ils concernent le numéro de la carte, donc pour ce constructeur, et donc, chaque machine a une adresse MAC différente. Donc, il nous reste un petit peu la dernière partie qui est, il va se focaliser sur la couche réseau dans laquelle il y aura le routage et l'adressage. Le routage et l'adressage, c'est un petit peu la dernière partie qu'on va essayer de voir le jeudi, Inch'Allah. Cet après-midi, Inch'Allah, on va essayer de commencer le deuxième TP et donc pour pouvoir l'objectif pour moi, c'est de terminer ce cours, c'est de faire la solution de l'examen de l'année dernière pour savoir, pour se familiariser avec le type d'examen du système et réseau. J'espère honorer mon engagement. J'espère que vous avez compris de quoi s'agit-il. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que vous avez des questions?